jeu qui a rendu les enfants fous. Un milliardaire qui a disparu dans les airs. Un redditeur adoré avec un secret sombre et sale. 6 niveaux et 20 terriers de lapins. J'ai fait cet iceberg moi-même. Il n'a que les histoires les plus sombres et les plus dérangeantes que j'ai pu trouver. Cela devient vraiment sombre. Et faites-moi confiance, ce n'est pas pour tout le monde. Prenez votre popcorn, c'est l'iceberg des terriers de lapins les plus sombres. Niveau 1. Cicada 3301. Le 4 janvier 2012, une image sur un fond noir avec du texte blanc est apparue sur le tristement célèbre forum de messages 4chan. L'énigme bizarre, signée 3301, est rapidement devenue l'un des puzzles les plus difficiles sur Internet. Il porte le nom du groupe mystérieux qui l'a téléchargé. Cicada 3301. Le groupe mystérieux a téléchargé 3 ensembles de puzzles pour enrôler les décodeurs les plus rapides et les plus intelligents du monde. Le premier puzzle a commencé par un codage léger et des jeux de mots. Mais à mesure que les participants s'y enfonçaient, il devenait de plus en plus difficile. Marcus Warner était l'un des rares à avoir complété la première partie du puzzle. Il affirme avoir été interrogé sur sa position sur la censure, la confidentialité sur Internet et la liberté avant d'être invité sur un forum secret et instruit de créer et de terminer un projet. Il n'a pas complété le projet et le site web a été fermé. Le test était terminé. À la fin du premier Cicada, beaucoup pensaient que tout cela n'était qu'un jeu ou un coup publicitaire. Mais personne n'a essayé d'en tirer de l'argent. Un an jour pour jour après la sortie du premier puzzle, une nouvelle image est apparue sur le forum de messages 4chan. Bonjour à nouveau. Notre recherche d'individus intelligents continue maintenant. Encore une fois, l'image a conduit à une série de puzzles qui pointaient vers des lieux et encore une fois, il a été fermé dès que les meilleurs joueurs ont complété le puzzle. Cette séquence s'est répétée en 2016. Cette fois non pas sous la forme d'une image sur 4chan, mais sur Twitter. Cependant, le dernier problème n'a pas encore été résolu. À ce jour, personne ne sait pourquoi il a été créé. Beaucoup de gens croient que la NSA, la CIA et le MI6 l'ont mis en place pour trouver des employés potentiels. Mais d'autres croient que Cicada 3301 est une secte ou une société secrète. Le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi était l'œuvre du physicien italo-américain lauréat du prix Nobel Enrico Fermi. Selon Fermi, puisque beaucoup de ces étoiles et planètes dans la galaxie sont plus anciennes que le Soleil, certaines des planètes auraient dû développer une vie intelligente et un voyage interstellaire il y a longtemps. Par conséquent, les extraterrestres, ou au moins leurs sondes, auraient déjà dû visiter la Terre. En résumé, pourquoi aucun extraterrestre ou leur artefact n'ont-ils été trouvés sur Terre ou dans le système solaire? Et pourquoi n'y a-t-il aucune preuve d'intelligence extraterrestre du tout? Fermi a proposé 3 théories pour expliquer pourquoi cela pourrait être le cas. Pour une, le voyage interstellaire n'était tout simplement pas impossible. Pour une autre, la civilisation extraterrestre ne pense pas que les humains valent la peine d'être visités et les dernières civilisations technologiques n'ont tout simplement pas duré assez longtemps. Au moment de la mort de Fermi en 1954, les seules planètes que les scientifiques connaissaient se trouvaient dans notre système solaire. Mais à mesure que la technologie avançait, il en découvrit de plus en plus dans la galaxie. Cela n'a fait qu'élargir le paradoxe. Maintenant, il ne s'agit pas seulement du fait que la Terre n'a pas été visitée par des extraterrestres, c'est aussi une question de savoir pourquoi il n'y a pas de communication ou de preuves d'intelligence extraterrestre. Et de plus en plus de scientifiques ont essayé de le résoudre. Frank Tipler, professeur de physique, a soutenu que des machines avancées seraient nécessaires pour le voyage interstellaire. Et puisque cela n'a jamais été trouvé sur Terre, nous sommes probablement la seule intelligence ici. Une autre argumentation suggère que la Terre est un early bloomer, la nouvelle planète. Donc les extraterrestres viendront, mais pas avant un moment. Certains penseurs ont suggéré que les civilisations ont tendance à s'éliminer une fois que leur technologie est suffisamment avancée. Les nombreuses crises de guerre nucléaire qui ont eu lieu sur notre propre planète en sont la preuve. Et s'ils ne s'éliminaient pas avec une bombe, détruire leur atmosphère l'aurait fait. Il y a aussi la solution très simple que la Terre et ses habitants ne sont tout simplement pas assez intéressants pour que les extraterrestres s'en préoccupent. Quelle que soit la réponse, la plupart des chercheurs s'accordent à dire qu'il n'y a probablement pas de solution unique au paradoxe de Fermi.
Et nous continuerons simplement à avoir plus de questions que de réponses. La disparition de Satoshi Nakamoto. Qui est exactement Satoshi Nakamoto? Eh bien, pour commencer, ce n'est pas un vrai nom. Satoshi Nakamoto est un pseudonyme utilisé par la personne qui a inventé la crypto-monnaie pionnière Bitcoin en 2009. Personne ne sait rien de l'insaisissable Satoshi. Ni un nom, ni un genre, ni une nationalité. Mais son nom était bientôt sur toutes les lèvres, alors que cette crypto-monnaie numérique se détachait des institutions financières standards. Beaucoup d'enthousiastes de Bitcoin suggèrent qu'il pourrait être le perturbateur financier le plus profond de tous les temps, en démantelant notre dépendance aux institutions financières. Alors que des pays comme le Canada, les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni ont du mal à réglementer le Bitcoin, certains pays comme le Salvador en ont déjà fait une monnaie légale. Lorsque Nakamoto a commencé à accumuler ses bitcoins, personne d'autre ne les minait vraiment. Puis en mai 2011, juste plus de 2 ans après avoir lancé le bitcoin dans le monde, il a simplement disparu, laissant derrière lui un stock d'environ 1 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 73 milliards de dollars, le plaçant parmi les 15 personnes les plus riches de la planète. Cela n'a pas été touché depuis. Pourtant, malgré ce trésor de richesse, aucun des bitcoins originaux de Nakamoto n'a jamais bougé ou changé de main. Ont-ils été perdus? Volés? Ou pourrait-il être que sa vie privée est plus précieuse que le risque d'être identifié en encaissant gros? Pour beaucoup, cette préservation apparemment sainte de l'anonymat au détriment du gain financier donne à l'histoire de Bitcoin un sentiment quelque peu mystique. Le projet Montauk. Le projet Montauk est un ensemble secret d'expériences réalisées illégalement par le gouvernement des États-Unis à la Montauk Air Force Station pour faire progresser la technologie de contrôle mental. Ils ont étudié le voyage dans le temps et le voyage interdimensionnel, tout pour développer des techniques de guerre psychologique. Au milieu des années 1980, des rumeurs circulaient selon lesquelles l'armée américaine menait des expériences de guerre psychologique à l'extrémité de Long Island. Ainsi, au moment où Preston Nichols a publié un livre sur le projet Montauk en 1992, beaucoup croyaient que c'était juste la preuve qu'il cherchait. Selon Preston, le livre parlait de ses souvenirs de son temps en tant que chercheur pour le projet. Il a écrit sur des expériences de contrôle mental et de télépathie, ouvrant des portails spatio-temporels vers d'autres dimensions et contactant la vie extraterrestre, tout sous l'autorité d'un programme militaire américain financé par l'or nazi récupéré pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a écrit sur la façon dont la chaise Montauk était utilisée pour améliorer les pouvoirs psychiques de quiconque s'y asseyait. Il y avait aussi une expérience appelée The Seeing Eye, qui permettait à quiconque qui avait une mèche de cheveux de quelqu'un de voir comme s'il voyait à travers ses yeux, entendre à travers ses oreilles et ressentir à travers son corps. Mais la partie la plus choquante était l'enlèvement d'enfants fugueurs. Selon Preston, de jeunes enfants de pas plus de 4 ans étaient enlevés pour être utilisés dans les expériences. Ces enfants étaient souvent des orphelins, des fugueurs ou les enfants de toxicomanes, des enfants que personne ne viendrait chercher. Ils étaient forcés de prendre certaines substances et tués pour éveiller leur pouvoir psychique. Il y avait un incident enregistré dans une ville près de la base où, chaque fois que la base navale activait son radar, les gens de la ville entraient en transe et certains avaient même des saignements de nez. Après la publication du livre, d'autres ont commencé à se manifester pour dire qu'ils avaient également vu les recherches illégales se dérouler à la base de Montauk. L'un d'eux était Stewart Swerdlow, 52 ans. Il a affirmé avoir été l'un des garçons enlevés et sur lesquels des expériences ont été menées à la base. Swerdlow a dit qu'on leur avait donné du LSD pour mettre leur cerveau dans un état altéré. Il a également dit que lui et quelques-uns des autres enfants avaient été envoyés sur Mars et renvoyés au temps biblique à travers les portails de voyage dans le temps du projet. Puis, au début des années 1980, tout s'est arrêté après qu'une expérience ait échappé à tout contrôle. Selon Preston, ils avaient par erreur fait se manifester un grand monstre poilu qui est apparu sur la base, écrasant tout ce qui était en vue. Après avoir renvoyé la créature dans sa dimension, les niveaux de sous-sol de Camp Héroux ont été inondés de ciment
une fois que tout l'équipement a été détruit et le projet a été fermé. Toute personne impliquée dans le projet ayant ses souvenirs du projet supprimés à l'aide de techniques MK Ultra. Même si l'armée continue de nier que quoi que ce soit s'y soit jamais produit, les installations désaffectées attirent toujours des sceptiques curieux. Niveau 2. Syndrome de Lavender Town. Les jeux Pokémon peuvent être familiers et joyeux, mais la série a sa part de mythes sombres et effrayants. Aucun d'entre eux n'est aussi effrayant que le syndrome de Lavender Town, qui a vu des enfants aussi jeunes que 7 ans mettre fin à leur jour. Dans les jeux Pokémon rouge et vert, Lavender Town était un minuscule village sans prétention avec une grande tour. Les corps de Pokémon morts y étaient conservés, donc Lavender Town est devenu hanté par des Pokémon de type spectre et de vrais fantômes. Mais ce n'était qu'un jeu. Que pouvait-il arriver de mal? Eh bien, vous seriez surpris. L'histoire raconte qu'en 1997, lorsque la première version est sortie, des enfants âgés de 7 à 12 ans ont commencé à présenter des comportements étranges, après avoir atteint Lavender Town. Beaucoup pensaient que les fantômes de la ville tendaient la main aux enfants et cela est devenu connu sous le nom de syndrome de Lavender Town. Puis, la vérité est sortie. Les développeurs de Lavender Town voulaient rendre la zone un peu différente du reste du jeu. Lui donner quelque chose qui laisserait une grande impression sur le joueur. Donc, en plus de l'idée macabre d'un cimetière dans un jeu, ils ont rendu la musique de fond étrange avec des fréquences sonores légèrement différentes. Cela aurait dû provoquer un malaise, une appréhension et un léger trouble. Mais ils n'ont pas considéré l'effet sur les oreilles sous-développées des enfants. Le résultat a été des problèmes psychologiques et physiologiques qui, dans certains cas, ont conduit à la mort. Beaucoup par les mains même des enfants. Certaines personnes soupçonnaient que Nintendo collaborait avec le gouvernement japonais pour que cela se produise. Mais il n'y a aucune preuve de cela. Finalement, les programmeurs ont corrigé la musique pour qu'elle soit à une fréquence plus basse, et les enfants n'ont plus été affectés par la chanson. L'incident du Wyoming. L'incident du Wyoming, également connu sous le nom de détournement du Wyoming, est l'un des rares cas où une diffusion télévisée a été détournée. Mais ce qui a rendu l'incident du Wyoming unique, c'est ce qui est arrivé à ceux qui l'ont regardé. Il s'est produit en 2006, dans le comté du Niobrara du Wyoming. Les résidents étaient à leur téléviseur lorsque la diffusion a soudainement été interrompue par une vidéo de 6 minutes. La vidéo montrait de nombreux clips de têtes humaines désincarnées et plusieurs avertissements. Toutes les quelques secondes, la position de la caméra changeait et la vidéo était interrompue par une annonce de présentation spéciale. Comme si ce n'était pas assez bizarre, les quelques personnes qui l'ont regardé se sont plaintes de vomissements, d'hallucinations et de maux de tête. Beaucoup d'entre eux croyaient que c'était quelque chose de surnaturel, mais d'autres pensaient différemment. Tout comme Lavender Town, des spécialistes ont conclu que la cause de leurs symptômes était la fréquence jouée quelque part entre 17 et 19 Hz. À cette gamme de fréquences, lorsqu'elle est jouée pendant de longues périodes de temps, les gens sont connus pour avoir des yeux qui vibrent et même des hallucinations visuelles. Qui a fait la vidéo et pourquoi? C'est une réponse qui continue de nous échapper à ce jour. Le vrai Truman Show. Un délire de Truman Show, également connu sous le nom de syndrome de Truman ou de trouble de Truman, est un type de délire dans lequel la personne croit que sa vie est une émission de télé-réalité mise en scène ou qu'elle est surveillée par des caméras. Il porte le nom du film de 1998 The Truman Show. Dans le film, un homme découvre qu'il vit dans une réalité construite diffusée dans le monde entier en continu. Depuis qu'il était dans le ventre de sa mère, toute sa vie a été télévisée et toutes les personnes de sa vie étaient des acteurs payés. Alors qu'il découvre la vérité sur son existence, Burbank se bat pour trouver une échappatoire à ceux qui l'ont contrôlé toute sa vie. Personne ne sait à quel point ce trouble est courant, mais il y a eu plusieurs centaines de cas signalés dans le monde. Et les patients sont connus pour aller à des longueurs extraordinaires pour aller mieux. Un ancien combattant qui en souffrait voulait escalader la Statue de la Liberté dans la croyance que le faire le libérerait de l'émission.
Cependant, le Truman Show n'est pas officiellement reconnu comme un délire et il ne fait pas partie du manuel diagnostique et statistique de l'Association américaine de psychiatrie. Niveau 3. La disparition d'Asha Degree. Il y a 24 ans, le 14 février 2000, la mère d'Asha Degree, 9 ans, est entrée dans sa chambre pour la réveiller pour aller à l'école. Mais elle n'était pas dans son lit. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune note, rien. Juste un sac d'école manquant et un enfant manquant. Que lui est-il arrivé? Asha Degree était l'un des 2 enfants nés de Harold et Iquilla Degree. La famille vivait à Shelby, en Caroline du Nord, où Asha était en 4e année à la Falston Elementary. Asha était décrite comme une enfant calme, timide et une bonne élève, avec une famille familiale heureuse. Ses parents n'avaient aucun souci à son sujet, ou c'est ce qu'ils pensaient. Dans les premières heures de ce jour fatidique, le frère d'Asha a entendu son lit grincer. Pensant qu'elle se retournait simplement, il ne s'est pas levé ou vérifié. Ce n'est que lorsque sa mère l'a réveillé à 6h30 et lui a demandé où était sa sœur qu'il a réalisé que c'était autre chose qu'il avait entendu. Le sac à dos noir d'Asha et son sac à main Tweety Bird manquaient dans sa chambre, ainsi que quelques-uns de ses vêtements. Le plus déconcertant de tout, toutes les portes de la maison ont été trouvées verrouillées. Cela ne ressemblait pas à un enlèvement. Des indices ont rapidement afflué. 2 chauffeurs de camions ont signalé l'avoir vue entre 3h30 et 4h15. L'enfant de 9 ans était à 1 km de chez elle et se dirigeait vers la ville de Shelby. Une personne avait essayé de vérifier qu'elle allait bien, mais Asha s'est précipité dans les bois. Un autre a dit qu'il l'avait vue monter dans une voiture vert foncé des années 1970 distinctive. Mais selon tous les comptes, Asha avait quitté sa maison de son plein gré. Elle avait emballé un sac à dos avec quelques-uns de ses vêtements et était partie avec ses clés de maison. Ses parents ne pouvaient pas comprendre pourquoi elle serait partie. Asha avait une vie familiale assez confortable, mais ils ont admis que les derniers jours avaient été difficiles. 2 jours avant sa disparition, elle avait fait une faute pendant un match de basketball. Elle n'a pas été autorisée à continuer à jouer avec ses coéquipiers et ils ont finalement perdu ce match. Asha était très compétitive et ne l'a pas bien pris. Cependant, sa famille a insisté sur le fait qu'elle allait bien le lendemain. Mais il n'y a aucun moyen de savoir si c'était vraiment le cas. Il y a aussi des histoires sur un livre que sa classe lisait à l'école. The Whipping Boy. Dans l'histoire, des enfants s'enfuyaient et vivaient des aventures avant de finalement décider de rentrer chez eux. Mais toute pensée qu'Asha était simplement une fugueuse a disparu 3 jours plus tard. Le crayon, le marqueur et le nœud pour cheveux Mickey Mouse d'Asha ont été découverts sur le sol dans l'embrasure de la porte d'un abri à outils. Ces affaires ont été trouvées près du tronçon de route où Asha a été vue. 1 an plus tard, son sac à dos a été trouvé dans des sacs poubelles en plastique noir. Il avait été enterré à 26 miles de la maison de sa famille et dans une direction différente de celle où elle marchait. À proximité, ils ont découvert des os d'animaux et un pantalon kaki pour homme. La disparition d'Asha semblait être une affaire criminelle et un acte criminel. Mais aucun suspect n'a été arrêté. En 2020, un détenu nommé Marcus Mellon a affirmé avoir été impliqué dans sa disparition. Marcus purgeait une peine pour des crimes contre des enfants. Mais l'enquête a conduit à une autre impasse. 24 ans après la disparition d'Asha, l'affaire est toujours en cours. En septembre 2024, la police a trouvé une voiture correspondant à la description de celle dans laquelle elle a été vue monter. Une autre impasse ou une avancée bien nécessaire dans l'affaire? Seul le temps nous le dira. Red Rooms. En septembre 2015, une rumeur dérangeante circulait sur 4chan et Reddit. Un groupe mystérieux affirmait avoir capturé plusieurs combattants de l'État islamique et promettait de les torturer et de les tuer en direct sur le dark web. Le site a compté à rebours jusqu'à l'heure du début prévu de la diffusion. Voici un exemple de Red Room. La Red Room est une partie sinistre du dark web, où tout est possible pour le bon prix. Il y a beaucoup de théories sur l'origine du nom. Un film d'horreur des années 1980, où la torture était montrée en direct à la télévision dans une pièce peinte en rouge, ou la phrase Red Room qui épelle Murder à l'envers. Personne ne sait d'où vient le nom. Mais il y a beaucoup de rumeurs sur ce qui s'y passe. Des gens qui se battent à l'expérimentation humaine et même des meurtres. Beaucoup de ces histoires sont inventées sur Reddit et 4chan.
même le compte à rebours des combattants d'ISIS. Après tout le battage médiatique, cela s'est terminé par une vidéo de 21 minutes d'un gars forcé de manger du bacon. Personne n'a été assassiné. Alors que certains croient que la Red Room est soit un mythe urbain, soit une arnaque, il y a eu des cas où les forces de l'ordre ont affirmé avoir fermé des Red Rooms ou arrêté leur opérateur. Niveau 4. Blankroomsoup.avi. Blank Room Soup s'appelait à l'origine Freaky Soup Guy. C'était une vidéo bizarre d'1 minute qui a été uploadée en 2005. La vidéo a commencé assez innocemment. Un homme dans une pièce blanche en fournant de la soupe d'un bol dans sa bouche. Puis, il a été rejoint par un étrange gars avec un visage blanc et 2 trous vides largement espacés pour les yeux. La mascotte a commencé à frotter les épaules de l'homme dans un geste de réconfort. C'est alors qu'il est devenu clair qu'il pleurait. Comme si ce n'était pas assez bizarre, une autre mascotte a rejoint le réconfort. Mais ces pleurs n'étaient plus le seul son dans la pièce. Il y avait aussi des sons de rire. C'est alors que la vidéo s'est terminée. De nombreuses explications bizarres sont apparues pour expliquer la vidéo. L'une des théories les plus populaires est que le clip provenait d'un snuff film, un film qui enregistre un meurtre ou un assassinat. Ils étaient convaincus que dans la vidéo plus longue, l'homme buvant la soupe avait été assassiné. Une autre théorie dit que les mascottes lui avaient dit qu'elle allait le manger une fois qu'il aurait fini son repas. Une variante de cette théorie était que l'homme en pleurs était forcé de manger les corps de sa famille assassinée. Dans certaines versions, c'est juste sa femme. Dans d'autres, c'est sa femme et son enfant. D'autres disent que c'est une pièce d'art visuel sur le péché de gourmandise. Mais à ce jour, personne ne sait qui a fait la vidéo ou pourquoi. L'unité 731. Alors que les États-Unis utilisaient MK Ultra pour expérimenter la guerre biologique, ils n'étaient pas les seuls à le faire. Pendant l'occupation japonaise de la Chine, le Japon a commencé à mener des expériences non éthiques sur des humains, dans ce qui allait devenir l'un des crimes de guerre les plus horribles jamais enregistrés. Cela est devenu connu sous le nom d'unité 731. En 1925, le protocole de Genève interdisait l'utilisation d'armes biologiques dans les conflits interétatiques. Mais pour le Japon, cela signifiait seulement que c'était une arme efficace. En 1931, ils ont mis en place l'unité 731 avec l'ordre de tester, produire et stocker des armes biologiques. Au tout début, ils ont commencé à faire des tests sur des volontaires de l'armée. Mais les tests sont devenus de plus en plus dépravés et les volontaires se sont taris. C'est alors que l'unité a jeté son dévolu sur les prisonniers de guerre chinois, mongols, coréens et russes. Ils se sont également contentés de captifs civils. Hommes, femmes, enfants et personnes âgées. Personne n'a été épargné. Sans consentement, les expériences ont pris une tournure barbare. Une expérience consistait à découvrir comment traiter les engelures. Les membres des captifs étaient plongés dans de l'eau glacée jusqu'à ce qu'ils soient complètement gelés. Puis, ils essayaient de dégeler l'appendice gelé en l'arrosant avec de l'eau chaude ou en le tenant près d'un feu ouvert. Une autre expérience horrible consistait à infecter délibérément les captifs avec des maladies telles que le choléra et la peste et à retirer leurs organes alors qu'ils étaient encore en vie et conscients. L'efficacité des armes était une autre épreuve importante. Les captifs étaient emmenés sur des champs de tir et on leur tirait dessus à différentes distances afin que les chercheurs puissent tester les schémas de blessures et la pénétration des balles. Ils ont également fait cela avec des baïonnettes et des épées, des lance-flammes et des grenades. Les captives féminines étaient parfois fécondées de force et exposées à des maladies, des armes chimiques et même des balles. Puis, elles les ouvraient pour étudier l'effet sur les fœtus. Lorsque le corps d'un prisonnier était complètement utilisé, ils étaient soit tués par injection létale, soit par balle, soit enterrés vivants. Mais toutes ces missions étaient secondaires. L'objectif de l'unité 731 était de développer des armes de destruction biologique massive. Les captifs étaient infectés par des maladies à la fois mortelles et se propageant facilement.
Ceux qui tombaient malades le plus rapidement étaient saignés à mort. Leur sang était ensuite mis dans un nouvel ensemble de captifs pour les infecter. Ils ont répété cela jusqu'à ce qu'ils aient des captifs infectés par la souche la plus virale. Les prisonniers infectés étaient exposés à sucer leur sang. Environ 30 000 puces ont été scellées dans des boîtiers, prêtes à être déployées. Le 4 octobre 1940, des bombardiers japonais ont déployé ces boîtiers sur un village chinois. Presque tout le monde s'est fait mordre par des puces. Au total, 3000 Chinois perdraient la vie. Ils prévoyaient de fabriquer plus de ces bombes à puces et de les larguer à San Diego. Mais avant qu'ils ne puissent s'y mettre, les bombes atomiques sont tombées en 1945. Pour couvrir leurs traces, les dirigeants japonais ont immédiatement ordonné que l'unité 731 soit détruite et que tout prisonnier de guerre survivant soit tué. Beaucoup des principaux médecins qui avaient travaillé à l'unité 731 ont été graciés de poursuites pour crimes de guerre par les États-Unis, en échange de leurs dires à propos des expériences. Certains ont même été recrutés pour travailler sur le programme de guerre biologique des États-Unis. Alex, du Tennessee. En avril 2013, un utilisateur anonyme de 4chan a publié des coordonnées vers un prix qu'il avait caché avec une vague instruction de se garer à proximité et de marcher jusqu'à ce point pour le secret. Pendant 5 jours, il a continué à faire des taquineries pour que quelqu'un se montre, tout en publiant des photos bizarres incluant ce qui semblait être une main en décomposition, plusieurs sacs en plastique et même un sous-sol faiblement éclairé. Pour beaucoup d'utilisateurs de 4chan, l'idée de se montrer à un sous-sol sombre à partir d'une publication anonyme était folle, mais un utilisateur n'a pas été dissuadé. Alex, du Tennessee. Alex a publié un fil de suivi, disant qu'il était à l'emplacement. Il a commencé à publier des photos de ce qu'il disait être un sous-sol en terre, contenant plusieurs objets apparemment aléatoires, comme des fils, des bouteilles de pilules, des bocaux vides et un sac en plastique. Il a écrit qu'il y avait un bassin momifié et une assiette en papier plié. Lorsqu'il a déplié l'assiette, elle disait « L'assiette est au rendez-vous, un rendez-vous très important. Tu n'aurais pas dû venir. J'ai menti. » Peu de temps après, Alex publierait « J'entends quelqu'un dehors rouler très lentement sur le gravier. Je crois que l'heure de mon rendez-vous est arrivée. » Ce seraient ses derniers mots sur 4chan. Beaucoup de gens étaient convaincus que quelque chose de terrible lui était arrivé, mais d'autres n'étaient pas si sûrs. Ils sont convaincus que c'était une mise en scène. Pour une, il publiait trop fréquemment, avec une photo toutes les 1 minute et demie. En tenant compte du fait qu'il prenait des photos et venait avec des légendes, il est plus probable qu'il avait ces photos sous la main et les publiait depuis un bureau. Mais personne n'est sûr à 100%. Blague inoffensive ou crime parfait? C'est un puzzle que les détectives en ligne essayent encore de résoudre. De Hinterkaifeck. La ferme de Hinterkaifeck était une grange et une maison de ferme en Bavière, en Allemagne. En 1922, elle était le foyer de 6 membres de la famille Gruber. 63 ans Andreas Gruber, sa femme, leur fille veuve Victoria, ses 2 enfants Kasia et Joseph, et leur nouvelle bonne. Le 4 avril 1922, les voisins se sont inquiétés de ne pas les avoir vus depuis des jours. Ils n'étaient pas venus à l'église, et la fille de Victoria n'avait pas été vue à l'école. Mais rien ne les avait préparés à ce qu'ils allaient trouver. Les corps d'Andreas Gruber, de sa femme, de sa fille et de sa petite fille ont été trouvés dans la grange couverts de foin. Ils avaient été attirés hors de la maison et tués un par un avec une hache. Alors que les 3 autres étaient morts instantanément, la fille de 7 ans est restée en vie et en état de choc. Pendant plusieurs heures, après son attaque, elle s'était arraché les cheveux par touffe. Dans la maison, la nouvelle bonne avait été tuée dans sa chambre, tandis que Joseph, 2 ans, avait été tué dans son berceau. Mais rien d'autre sur la scène du avait de sens. Même s'ils avaient été assassinés 4 jours plus tôt, les tueurs étaient restés et s'étaient installés confortablement en cuisinant des repas, en allumant des feux dans la cheminée et même en nourrissant les animaux de la ferme. Au début, la police pensait que c'était un cambriolage. Mais cette théorie a été annulée lorsqu'ils ont trouvé une grande quantité d'argent intacte dans la maison. Puis plusieurs voisins se sont manifestés pour leur dire des choses bizarres qu'Andreas avait mentionnées se produire à la ferme. Un journal qu'il n'avait pas acheté avait été trouvé dans sa maison. Une série d'empreintes de pas menant de la forêt à la ferme, des bruits dans le grenier. Une des 2 clés de la famille avait disparu. Cela ressemblait à quelqu'un se cachant dans le sous-sol. Ces choses bizarres avaient duré 6 mois.
La bonne précédente était partie. Convaincu que l'endroit était hanté, la police s'est intéressée à plusieurs personnes, y compris le voisin qui a trouvé les corps. Mais le suspect le plus improbable était l'une des victimes, Andreas Gruber lui-même. Le patriarche était un homme extrêmement agressif. Quand il se mettait en colère, il était connu pour attaquer les gens avec des objets dangereux comme une faux, une fourche ou un fusil de chasse. Même ses enfants n'étaient pas épargnés par ce traitement brutal. Quand Andreas se mettait en colère contre eux, il les enfermait dans la cave pendant de nombreux jours. Beaucoup d'années plus tôt, l'une de ses filles, Sophie, était enfermée là pendant l'hiver et était morte. Ce n'était pas tout. Andrea était aussi un violeur connu et avait été emprisonné pour avoir violé Victoria. La même Victoria avec qui il aurait eu une violente querelle la nuit avant les... Victoria avait été si terrifiée qu'elle s'était enfuie de la ferme dans la forêt et y était restée pendant des heures. Beaucoup croyaient qu'Andreas aurait pu essayer de s'imposer à la fille de Victoria dans le bar. La fille de 7 ans avait été trouvée à moitié nue. Andreas aurait-il pu essayer de l'arrêter ? Et puis il serait rentré dans l'une de ses rages et aurait assassiné sa famille. Cela expliquait pourquoi le tueur était resté à faire des corvées ménagères comme nourrir les animaux et cuisiner, ainsi que pourquoi la hache était cachée dans le grenier à foin. Cela expliquait également pourquoi sa mort était différente de celle de tous les autres. Une chute sur la pointe du lourd pic. Personne n'a jamais été arrêté pour les meurtres. Et en 1955, l'affaire a été classée. À ce jour, cela reste l'un des crimes non résolus les plus sinistres d'Allemagne. Niveau 5. Site du Dark Web en liste blanche uniquement. Le Dark Web pourrait être l'une des parties les plus dépravées d'Internet. Mais il avait un début noble. Le gouvernement américain l'a initialement mis en place pour fournir une communication sécurisée entre les espions à l'étranger. Mais si les seules personnes utilisant le Dark Web étaient des espions, alors cela déférait le but. C'est alors qu'ils ont eu la brillante idée de le libérer au grand public. Cela a fonctionné. Il n'y avait plus seulement des espions sur le Dark Web désormais, mais le type d'anonymat que le Dark Web offrait était juste le type d'anonymat dans lequel les criminels prospéraient. Aujourd'hui, ce coin caché d'Internet est un foyer d'activités criminelles. Et tout est possible. Des tueurs à gages, des hackers, des fausses cartes d'identité, des escortes, du trafic d'êtres humains, nommez-les. Mais l'un des achats les plus populaires sur le Dark Web est les drogues. Dream Market est censé être le plus grand marché sur le Dark Web. Il a plus de 100 000 drogues répertoriées, et plus de la moitié d'entre elles sont pour des substances qui sont illicites, non réglementées ou volées. Les acheteurs pouvaient acheter ces articles du marché noir en échange de crypto-monnaies, comme le Bitcoin. Les forces de l'ordre ont essayé de les fermer, mais ils continuent de revenir avec de nouveaux noms, comme un jeu sans fin de top. Si vous ne trouvez pas un site vendant ce que vous voulez, n'hésitez pas à publier une annonce. C'est exactement ce qu'a fait un Américain, Alexander Nathan Barter, en 2018. Il voulait savoir ce que cela faisait de prendre une vie. Alors, il a publié une annonce sur le Dark Web, à la recherche d'une personne prête à le laisser la tuer et essayer la nécrophilie et le cannibalisme. Un homme de Floride a répondu à l'annonce, lui disant qu'il avait une fille de 13 ans qu'il voulait morte. Alexander était ravi. Les deux ont parlé de ce qu'il dirait à l'enfant pour qu'elle ne soupçonne pas ce qu'il se passait et de ce qu'il ferait pour s'en tirer avec le crime. Finalement, le 19 octobre, ils étaient prêts à se rencontrer. Le père allait conduire au Texas avec sa fille. Alexander est arrivé juste à temps avec un couteau, un sac poubelle, un téléphone portable et une tablette. Dommage qu'il ait parlé à un agent infiltré tout ce temps. Alexander a été arrêté. Il a plaidé coupable de tentative de coercition et d'incitation d'un mineur et de distribution de pornographie infantile et a été condamné à 40 ans de prison. Pipergate. En décembre 2017, une nouvelle chaîne YouTube a commencé. Elle s'appelait Piper Rocks et était dirigée par une fille de 10 ans nommée Piper. La jeune Piper a dit qu'elle utilisait la chaîne pour pratiquer et montrer ses compétences en montage vidéo. Mais il y avait quelque chose de très étrange à propos du type de contenu qu'elle publiait. Ils étaient violents, bizarres et sauvagement pervers. Pas le genre de choses à laquelle on s'attendrait de la part d'une enfant de 10 ans. Il y avait d'autres chaînes YouTube connectées à celle-ci, toutes présentant le même style de montage, un contenu suggestif lié aux mineurs et un humour cru. Des chaînes qui avaient été ouvertes jusqu'à 10 ans plus tôt. Les sections de commentaires des vidéos étaient un cloaque d'adultes faisant des remarques suggestives et flirteuses.
Les gens avaient leurs soupçons, mais ils les gardaient pour eux. C'était jusqu'en mars 2018 lorsque Piper a partagé un audio parlant pour la première fois. Cela sonnait exactement comme si quelqu'un avait augmenté le pitch pour sonner comme un enfant. Les détectives d'internet sont passés à l'action en enquêtant sur ce qui était maintenant appelé Pipergate. Ils ont rapidement découvert qu'ils étaient liés à deux autres chaînes YouTube, Isabelle Piper et Piper Bynes. Et tous ces comptes les ont conduits directement à un homme nommé William Glenn Whitaker. William était un délinquant sexuel enregistré de 65 ans qui avait été arrêté en 2002 pour possession de pornographie infantile. Il s'était fait passer pour une fille de 10 ans pour diriger les chaînes. Mais ce n'était pas tout ce qu'il faisait. William avait également mis en place une agence de talent appelée Wizard Production qu'il avait utilisée pour attirer des familles avec la promesse de célébrité. À travers cela, il amènerait des enfants dans sa maison, les enregistrerait en train de chanter et de danser et promettait d'envoyer les bandes à des hauts responsables de l'industrie de la musique. Mais c'était tout bidon. William n'avait aucune connexion. Il a été arrêté, mais plus tard libéré sous caution de 5 500 $. Lorsque William est sorti, il a continué à créer du contenu dérangeant et suggestif en ligne, utilisant même de jeunes youtubeurs dans certaines de ses vidéos. Personne ne sait pourquoi il se faisait passer pour une jeune fille. Il y a des théories selon lesquelles il avait un fétiche dérangeant, tandis que d'autres disent qu'il jouait un rôle. Quoi qu'il en soit, il ne le fera plus. Niveau 6. Valentine avec Lindsay. Valentine avec Lindsay pourrait sembler romantique, mais ne vous laissez pas berner par le nom. C'était vraiment un complot sinistre pour une fusillade de masse le 14 février 2015. Et tout a commencé avec un mème créé par Lindsay Suvanahat, 23 ans. Lindsay était une américaine obsédée par les néo-nazis et les fusillades dans les écoles. Elle était particulièrement intéressée par le massacre de l'école Columbine et avait un blog avec le titre School Shooter Chic. Là, elle sortait beaucoup de mèmes avec le hashtag Columbine. Un jour, l'un de ces mèmes a trouvé son chemin vers James Gamble, 19 ans. James était également obsédé par les fusillades dans les écoles et les deux ont commencé à parler. Une romance en ligne a éclos et les deux ont commencé à parler de faire un massacre de leur crue. Juste à temps pour la Saint-Valentin, Lindsay prendrait l'avion pour Halifax. L'ami de James, Randall Shepard, viendrait la chercher à l'aéroport et l'emmènerait chez James. À ce moment-là, James aurait tué ses parents. Alors ils auraient toute la maison pour eux seuls et perdraient leur virginité ensemble. Le lendemain, ils commettraient ce qu'ils prévoyaient être l'un des de masse les plus horribles de l'histoire du Canada. Ils se rendraient à la cour alimentaire du centre commercial Halifax Shopping Center, armés d'un fusil de chasse et de cocktails Molotov que Randall avait fabriqués. Lindsay tirerait et James aurait un couteau de chasse pour tuer toute personne blessée. Ils mettraient fin au carnage en se tirant dessus au compte de 3. Ils avaient même planifié les vêtements qu'ils voulaient porter. Les tourtereaux espéraient inspirer d'autres fusillades de ce genre et être mémorables, comme les tireurs de Columbine. Mais les deux ne se rencontreraient jamais. Ils avaient partagé leur plan avec quiconque voulait bien les écouter. Et quelqu'un a fini par appeler la police. Alors que Lindsay était en vol, les policiers ont surveillé la maison de Gamble. Dès que les parents ont quitté les lieux, ils sont intervenus. Mais à leur arrivée, Gamble s'était déjà par balle. Quand Lindsay a atterri, elle a été interceptée par la douane pour plusieurs raisons. Elle n'avait pas de billet retour. Et ses bagages contenaient presque exclusivement des livres avec une croix gammée collée dessus. La police est arrivée et a arrêté Lindsay ainsi que Randall Shepard. Randall a été condamné à 10 ans de prison pour sa participation au complot, tandis que Lindsay a été condamnée à la perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Cela ne lui suffit pas et elle a fait appel, affirmant que la sentence était viciée, sévère et excessive. Junko Furuta. Tard dans la nuit du 25 novembre 1988, Junko Furuta, une lycéenne japonaise de 17 ans, était à vélo en rentrant de son travail à temps partiel. Lorsque Shinji Minato, 16 ans, l'a poussé de son vélo et s'est enfui. Puis, un autre camarade de classe s'est précipité pour l'aider à se relever.
C'était Miyano Hiroshi, 18 ans. Il a même proposé de la raccompagner chez elle. Mais en chemin, Miyano a demandé s'il pouvait s'arrêter dans un entrepôt et prendre quelque chose. Junko a accepté, pensant que ce n'était rien. Elle n'avait aucune idée qu'elle était tombée dans un piège. C'était Miyano qui avait dit à Shinji de la pousser de son vélo. Dans l'entrepôt, il l'a puis il l'a emmenée dans un hôtel et à nouveau. Puis, il a appelé son gang, Shinji, Joe Ogura et Yasushi Watanabe, pour se vanter. Tous les quatre avaient abandonné le lycée et s'étaient impliqués avec la Yakuza. Ils ont décidé de garder Junko captive et l'ont emmenée chez Shinji. Pendant 44 jours, Junko a été violée de 500 fois. Le gang a invité d'autres hommes et garçons à se joindre à eux. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Ils l'ont tuée, la suspendant au plafond en la frappant, la forçant à dormir dans le congélateur, insérant des objets aléatoires en elle et brûlant ses bras et ses jambes. En décembre, Junko était très malade et pouvait à peine bouger. Ils ont arrêté de l'agresser et ont enlevé et notre fille de 19 ans. Tout cela a culminé le 4 janvier 1989. Miyano a perdu une partie de Mahjong et s'en est pris à Junko. Les trois autres se sont joints à lui et ils l'ont battu à mort. Son corps a été enveloppé et jeté dans un baril rempli de ciment. Quelques semaines plus tard, Miyano et Ogura ont été arrêtés pour le viol de la fille de 19 ans. Pensant que la police avait découvert l'affaire de Junko, Miyano leur a dit où trouver son corps. Les 4 garçons ont été arrêtés pour le meurtre de Junko. Grâce à l'ADN, beaucoup des hommes qui ont participé à son agression ont également été identifiés et inculpés. La nature dépravée de leurs crimes a choqué le pays et beaucoup s'attendaient à la peine de mort, ou au moins à une condamnation à perpétuité. Imaginez le choc lorsque seul Miyano a été condamné à 17 ans de prison et les autres ont écopé de peines de 5 à 9 ans. Beaucoup ont commencé à soupçonner que leur lien avec la Yakuza pourrait avoir quelque chose à voir avec cela. Cela aurait pu être parce qu'ils ont été jugés en tant que mineurs, mais beaucoup de gens pensent que la connexion de Miyano avec la Yakuza aurait pu jouer un rôle dans leur peine légère. Mais les 3 ont été arrêtés à nouveau pour plusieurs autres crimes, allant de la fraude à la tentative de